Max Verstappen mettrait une AlphaTauri en pole position sous la pluie. C'est l'une des dernières déclarations d'Helmut Marko qui s'occupe plus de faire couler de l'encre dans les médias que de s'occuper vraiment du Red Bull Junior Team, tant il n'a plus grand chose à faire et vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, tout le monde a envie de dire chiche, dès que Verstappen est assuré du titre, viens on met Ricciardo dans la Red Bull avec Perez et Verstappen dans l'AlphaTauri. Duel entre l'Australien et le Mexicain qui va nous émoustiller bien comme il faut, pendant qu'on retrouvera un Verstappen dans le bas peuple de la grille à faire des dingueries absolues en spectacle. Ce serait un bon moyen d'avoir une fin d'année 2023 un peu spectaculaire. Alors malheureusement, non, ça ne va pas se passer comme ça et la déclaration d'Helmut Marko reste une opinion et non pas un fait vérifiable. Et pourtant, cela ouvre la question bien plus large à laquelle on n'arrive jamais véritablement à répondre par une vérité absolue. Est-ce que c'est la voiture qui fait tout ou est-ce que c'est le pilote à l'intérieur qui est vraiment bon? Et dans cette saison 2023 de Formule 1, où voir un autre pilote que Verstappen et une autre équipe que Red Bull remporter les titres mondiaux est plutôt un risque proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro. Ça me plairait. Certains qui se font assommer par la domination du Néerlandais aimeraient bien comprendre pourquoi on joue pas le titre au dernier tour du dernier Grand Prix et si ça va être encore le cas pendant un petit moment. Ou longtemps. Enfin bref, en tout cas, on se pose des questions. Actuellement, dans sa 9e saison de Formule 1, on a l'impression que Verstappen ne fait que commencer à briller et à dominer. On se dit même qu'on va prendre un tarif monumental un peu à la Schumacher ou Hamilton. Mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais le diamant brut qu'est Verstappen est désormais poli parfaitement, c'était une question de temps et de maturité. Fini les défenses rugueuses et dangereuses de ses débuts, fini les attaques à outrance sans réfléchir plus loin que le prochain virage, fini l'impatience et fini d'une certaine manière ce comportement un peu arrogant dans les médias. Mais je vous vois venir, on va y revenir ensemble. Aujourd'hui, on a un pilote qui montre son intelligence de course, qui est posé, qui est capable de réfléchir à comment jouer au mieux ses cartes pendant qu'il roule à 300 km/h. Il est patient, il prend le temps de construire une attaque, ou une défense d'ailleurs, il s'énerve pas quand il perd la bataille, bref, il n'est certes pas encore au niveau d'un Fernando Alonso, qui est de mon point de vue la référence de l'intelligence de course en Formule 1 et même toute catégorie confondue, mais je le place au même niveau, si ce n'est peut-être un chouïa au-dessus de Lewis Hamilton, qui lui s'appuie un petit peu plus sur son équipe que l'inverse, et parfois on sent que ça lui a joué peut-être entre guillemets un peu plus de tours. Voilà, généralement le pilote Alonso et Verstappen, ils ont ce petite grinta là qui leur permettent d'avoir la bonne décision alors que l'équipe était prête à être beaucoup plus conservatrice. Depuis fin 2021 et la réglementation des bateaux à sillage turbulent complètement aberrant, enfin bref, cette réglementation un peu pourrie entre guillemets, même si on avait des voitures ultra perf, je crois qu'on a rarement vu Max Verstappen être agressif au-delà de l'acceptable. Les dépassements et les batailles sont propres, parfois un petit peu durs, mais bon, c'est tout à fait normal. Et ses défenses sont tout aussi chirurgicales presque. Alors vous allez me dire, c'est normal mec, y a personne qui vient l'attaquer et il est sûr de se retrouver P1 avec la voiture qu'il a sans trop forcer. Encore une fois, oui, on y arrive. Bref, les seuls moments chauds où Verstappen s'énerve vraiment, c'est lorsque la mécanique fait des siennes ou qu'on ne lui accorde pas le caprice de passer au stand pour aller chercher le point du meilleur tour en course. On a donc un pilote dont le talent était admis dès son arrivée en F1, mais où effectivement, il a mis de mon point de vue 5 ans à vraiment se former comme il le fallait pour non seulement être meilleur pilote, être un vrai bon pilote, exploiter tout son potentiel, mais aussi jouer le titre mondial. On retrouve un caractère un petit peu à la Vettel chez Red Bull, prêt à tout pour gagner, y compris à défier sa propre équipe, comme récemment avec son ingénieur de piste à Spa-Francorchamps. Si on analyse plus précisément la situation, ils n'ont pas une mauvaise relation, ou en tout cas la relation se dégrade pas, bien au contraire. C'est plus genre deux frères, un petit frère, un grand frère, qui se poussent mutuellement à être meilleurs à chaque fois. En 2022, au Brésil, beaucoup lui ont reproché son comportement de ne pas avoir aidé Pérez quand il en avait besoin alors qu'il était déjà champion du monde, ce qui était aussi un juste renvoi d'ascenseur pour 2021 d'ailleurs, même si l'histoire est un petit peu plus complexe que ça. Alors, je suis complètement d'accord, cela crée des tensions absolument inutiles au sein d'une équipe qui fonctionne très bien, et où il a déjà la main mise. Mais Verstappen a ses raisons et il s'y tient. Red Bull le privilégiera toujours. Il a peut-être une plus grande valeur pour Red Bull que ne l'était Vettel en son temps,
D'ailleurs, vous pensez, est-ce que c'est le cas ou pas? Vraie question. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, ça m'amène à mon dernier point, le franc-parler et l'honnêteté de Verstappen. On peut être d'accord ou pas avec Verstappen, on peut l'aimer ou le détester, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il dit ce qu'il pense tout le temps. Il y a quelques années, on appelait ça de l'arrogance, probablement à raison puisqu'il se retrouvait souvent dans des accrochages et des incidents. Désormais, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, tant il est quasiment parfait, à part le fait d'avoir sa tronche qui pourrait ne pas nous revenir, car un mec qui gagne tout le temps, c'est énervant. Hamilton était énervant de réussite, tout comme Vettel chez Red Bull, tout comme Schumacher chez Ferrari par exemple. Il n'y a rien de méchant ou d'anormal, c'est juste les émotions humaines. Quand on voit quelqu'un trop réussir, c'est relou. Bah ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il est adoubé par ses pairs, et je parle des anciens champions du monde. Tout le monde s'accorde à dire, et il faudrait être complètement aveugle pour dire l'inverse, que Verstappen est effectivement un talent absolument incroyable. Bref, on a sous les yeux un talent qu'on croise rarement dans notre vie, on va dire, du calibre d'Hamilton sans aucun doute, avec le potentiel d'être aussi complet qu'un Alonso, il y a encore du boulot mais voilà, et qui dans l'attitude n'est pas sans rappeler un jeune Sebastian Vettel, tout cela pour tenter d'aller égaler ou même de dépasser le grand Michael ou le grand Lewis si celui-ci venait à faire mieux. Mais dans tous les cas, c'est le prochain à aller chercher tous les records de Lewis Hamilton. Il est encore très jeune et il a beaucoup d'expérience déjà. Comme ce fut le cas pour le God Save the Queen du temps de Lewis Hamilton, habituez-vous à l'hymne néerlandais. 10 fois que l'hymne a retenti cette année, on continue probablement 2 fois de plus ce week-end à Zandvoort avec l'hymne avant la course et celle pour célébrer la 11e victoire. Imagine, il gagne pas à Zandvoort. Imagine Pérez le tape à... Ouh là là. Bref, oui, Verstappen, on va en bouffer pour encore un paquet de temps. Les résultats des courses parlent d'eux-mêmes, et même si Dominic Toretto se fiche de gagner d'1 centimètre ou de 3 km parce que gagner, c'est gagner, dans le cas de Verstappen et Red Bull, non seulement ils gagnent, mais c'est souvent bien plus de 3 km. Alors cette année, on pourrait assister à une première dans l'histoire de la F1, qu'une écurie remporte toutes les courses de la saison. Je reconnais qu'au fond de moi, voir une écurie, peu importe laquelle, que ce soit Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull, McLaren, etc., peu importe laquelle, réussir un tel exploit, ça reste absolument magnifique et exceptionnel. Et en même temps, voir un autre pilote dans une autre écurie gagner à la régulière, je dis bien à la régulière face à Verstappen après un vrai combat, mais quelle émotion de fou furieux ça serait. Est-ce que vous imaginez le truc quoi? Dans les deux cas, en vrai, je serais satisfait de voir un record aussi violent tomber, et dans l'autre, probablement avoir des petites larmes aux yeux d'un outsider triompher. Mais encore une fois, seul l'avenir nous le dira. L'équipe érodée, Adrian Newey et ses équipes ont encore fait preuve d'un génie absolu. La voiture a une efficience aérodynamique supérieure à tout le monde. Entendez par là que la Red Bull génère beaucoup d'appui aérodynamique en minimisant l'effet de traînée aérodynamique, c'est-à-dire qu'elle se fait pas ralentir par le vent si tu préfères. Bref, en gros, ils ont le beurre et l'argent du beurre de l'aérodynamisme. Ils ont presque la crèmerie avec. La voiture est tellement impressionnante qu'on ne parle quasiment jamais du moteur, ce qui est paradoxalement probablement le plus grand des compliments qu'on puisse faire à un motoriste, c'est qu'on ne parle pas de son moteur parce que en fait il est parfait. Le moteur Honda, il a bénéficié d'un développement tout ce qu'il y a de plus parfait avant le gel des moteurs fin 2021. Red Bull a commencé à déjà bien bosser sur 2026 en partenariat avec Ford. Et là, vous allez me demander, mais attends, ils sont bien partis pour 2026. Ils ont une voiture de tueur, machin truc. Mais leur pénalité du cost cap, où ils ont moins de temps de soufflerie là, ça en est où cette histoire? Alors assieds-toi, ça risque de piquer un petit peu. La voiture est la meilleure, c'est incontestable. C'est la plus rapide, point. Mais le fait est que l'équipe et les pilotes comprennent parfaitement le fonctionnement de leur voiture. Ils peuvent donc l'exploiter au maximum, là où chez les autres équipes, on a généralement de l'inconstance dans la compréhension et dans l'exploitation de la machine. Il y a des moments où ça marche très bien, et d'autres moments où ça marche pas du tout, et dans les deux cas, on a du mal à comprendre vraiment pourquoi. Red Bull ont donc déjà une avance phénoménale grâce à ça, et donc le boulot à faire sur la voiture en courte saison reste tout à fait minime entre guillemets par rapport à d'autres. Des ajustements par-ci par-là, mais aucune révolution majeure sur la voiture. Ils peuvent donc se tourner vers 2024 un petit peu plus tôt et finalement absorber la conséquence de la pénalité un petit peu mieux que s'ils étaient en bataille féroce à devoir trimer comme des fous furieux pour améliorer leur voiture. Pour 2024, peut-être que l'écart se sera resserré par rapport à cette année et c'est à ce moment-là qu'on verra comment Red Bull a absorbé la pénalité qu'ils ont eue. En revanche, sauf surprise, je pense qu'on se met le doigt dans l'œil si on pense que le championnat sera serré l'année prochaine. Pas aussi dominant pour Red Bull, peut-être. Hyper disputé, je pense pas. Red Bull va gagner, mais de manière moins violente, quoi.
Forcément, on termine en parlant un petit peu de celui qui malheureusement brille par ses déboires en qualif depuis le début de l'année. On parle évidemment de Sergio Pérez. Alors, est-ce qu'il faut le remplacer? Pourquoi n'est-il pas aussi rapide? Et Ricciardo et les jeunes chez Red Bull, bon, là aussi je pourrais m'étaler sans forcer, on pourrait en faire une vidéo de 40 minutes. Alors la voiture est tout simplement taillée pour le pilotage de Verstappen. Le néerlandais n'aime pas le sous-virage, il aime un arrière qui est plutôt pointilleux, là où Pérez a besoin d'avoir une voiture un petit peu plus assise, avec un petit peu plus de facilité sur la manière de prédire ce que l'arrière veut faire. Bref, en début d'année, Verstappen se plaignait énormément du sous-virage et il avait du mal avec la voiture. Là où Pérez avait aucun mal à performer parce que la voiture était vraiment parfaite pour son pilotage. Et puis la voiture et ses petites améliorations se sont déplacées vers une voiture parfaitement satisfaisante pour Verstappen et devenue beaucoup plus délicate à piloter pour le Mexicain. Les difficultés de Pérez en qualif permettent aussi de voir que la Red Bull a pas mal de performances dans le trafic en règle générale, ce qui est assez effrayant, surtout quand Verstappen doit partir avec des places de pénalité, par exemple. Alors est-ce que Pérez a vraiment tant de mal que ça, ou souffre-t-il juste de la comparaison avec Verstappen à machine égale, où l'autre il est sur une planète ailleurs quoi? En vrai, un petit peu des deux, comme d'habitude. Sergio Pérez a beaucoup de mal en qualif à se sortir du bourbier de la Q1 ou de la Q2, ce qui est assez étonnant, donc la voiture doit être peut-être trop sur un rasoir pour lui à ce moment-là, avec pas beaucoup d'essence et des pneus neufs. En revanche, en course, il maximise quasiment tout le temps sa stratégie et ses pneus. En partant dans le peloton, faire mieux que ce qu'il fait déjà, c'est hyper difficile à mon avis. En revanche, oui, face à Verstappen, il n'y a pas de match. Il se fait taper, il mange des dixièmes par tour de manière assez folle pendant les courses. Alors forcément, on se pose la question, est-ce que c'est suffisant pour Red Bull? En vrai, s'il fallait trouver un élément de comparaison assez juste pour Sergio Pérez, faudrait voir le boulot et le combat entre guillemets entre Valtteri Bottas et Lewis Hamilton chez Mercedes, quand c'était le cas. Mais au final, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu, parce que Red Bull tient ce qu'il faut avec Pérez pour l'accorder à Verstappen. Parce que depuis que Verstappen est arrivé, Ricciardo est parti parce que ça sentait vraiment pas bon du tout pour sa tronche. C'était juste avant que Verstappen ait la main mise sur l'équipe, même si c'était déjà un petit peu le cas. Et tous les autres coéquipiers de Verstappen, ils se sont fait déglinguer, tout simplement. Il n'y a que Pérez qui arrive à tenir à peu près la baraque. Est-ce que Ricciardo serait vraiment meilleur que Pérez dans le même rôle? Parce que le même rôle, parce qu'il n'y aura aucun autre rôle que d'être le serviteur absolu sans attente de retour de Verstappen. Qu'en est-il de Tsunoda, d'Albon, les juniors? On en a une pelletée, mais aucun n'a le standing d'un Pérez ou d'un Ricciardo. Bref, le Red Bull Junior Team à l'heure actuelle ne cherche pas le futur Verstappen, mais plutôt le futur Pérez. Et il faut bien en être conscient, je pense. D'où la petite vanne que je vous faisais sur Marco en intro en disant qu'il passait plus son temps à faire des déclarations plus saugrenues les unes que les autres dans la presse que de s'occuper du Junior Team. Alors dépendamment de comment Ricciardo et Pérez finissent cette saison 2023 et peut-être même comment entament cette saison 2024, on va avoir un jeu de chaises musicales chez Red Bull et dans les autres équipes aussi, car la silly season en vue de 2025, elle va être absolument, complètement folle. Alors oui, Verstappen performerait probablement un petit peu plus que Tsunoda ou Ricciardo dans l'AlphaTauri s'il venait à pleuvoir dans des conditions changeantes, etc. Parce qu'il faut bien être conscient de ça. Mais de là à planter l'AlphaTauri en pole position sans forcément connaître la voiture, mon petit Helmut, j'en doute fort quand même. Faut pas déconner non plus. Alors on admet généralement que la voiture fait 80% de la performance en Formule 1 et le pilote 20%. Je dirais que c'est plutôt 80% de travail entre l'équipe et le pilote pour construire une bonne voiture et 20% environ d'exploitation parfaite en piste par le pilote, c'est-à-dire bien piloter déjà premièrement et puis être bon sur les stratégies et l'intelligence de course. Et ces pourcentages, évidemment, ça bouge tout le temps en fonction de la concurrence, de la météo, de l'évolution de l'équipe, de la voiture. Donc c'est pas 80-20 tout le temps, c'est peut-être 70-30, 60-40, etc., etc. Bref, savoir si c'est la voiture ou le pilote qui fait le champion n'est ni noir ni blanc, mais une nuance de gris et plutôt une recette hyper complexe, bien équilibrée, dont on n'a jamais tout à fait tous les secrets. Dans tous les cas, une chose est sûre, Verstappen va continuer de dominer la discipline pour encore quelques temps. Je suis désolé. Le plus dur n'est pas d'arriver en haut, mais c'est d'y rester. Donc là, le travail commence pour Red Bull. Pour ça, il faut continuer de faire de bonnes voitures et peut-être ajuster celui qui partage le garage avec le talent actuel de la discipline. Autrement, si ça vous saoule, je vous invite à regarder ce qui se passe dans le peloton parce qu'il
C'est absolument passionnant entre Ferrari, Aston Martin, McLaren, Alpine, même derrière avec Williams, il y a des trucs à regarder. Bref, il n'y a pas juste Verstappen, mais on risque de s'en bouffer un paquet.